Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 14 décembre. La détresse des riverains du quartier Tehonoua of Haiti, 3 semaines après le glissement de terrain meurtrier. Difficile de se reloger, les sinistrés ont monté un collectif. C'est l'un des sujets que nous aborderons avec notre invité, le président Moetai Broderson. Nous évoquerons également le budget voté cette semaine à l'Assemblée, son impact sur la cherté de la vie ou encore les dossiers qui concernent les maires. Ne manquez pas notre reportage sur ces passionnés de combat de coq. Une compétition était organisée cet après-midi au galodrome de la Punadou, une pratique autorisée mais controversée. Nous irons à Waruka pour le 17e Festival des Marquises. L'événement culturel profite déjà aux commerçants de l'île qui doivent s'adapter au rythme intense du Matava'a. Enfin, notre Fénois d'avant nous ramènera en 1976 à Moorea, l'occasion de revoir des images rares d'une fête des écoles en présence d'hommes politiques de l'époque. Mais d'abord, une attaque terroriste et antisémite a fait 15 morts et 40 blessés sur une plage de Sydney en Australie. 2 hommes ont ouvert le feu sur la foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondy. Un jeune ingénieur français de 27 ans a été tué dans l'attaque. Les 2 assaillants étaient un père et son fils. Le père a été tué, le fils blessé est hospitalisé dans un état critique. Écoutez la déclaration du Premier ministre australien Anthony Albanese. Cet après-midi, un attentat terroriste dévastateur a eu lieu à Bondy, lors de la célébration de Hanouka au bord de la mer. Il s'agit d'une attaque ciblée contre les Juifs australiens, le premier jour de Hanouka, qui devait être un jour de joie, une célébration de la foi, un acte malveillant, antisémite et terroriste qui a frappé le cœur de notre nation. Et avec nous ce soir, Moetai Broderson. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Cet attentat a eu lieu en Australie, dans notre région, le Grand Pacifique. Doit-on s'inquiéter ? En Polynésie, je ne pense pas qu'on doit s'inquiéter. Maintenant, je crois que des manifestations de folie comme celle qui vient de se dérouler, personne n'est vraiment à l'abri. Chez nous, on a de la chance. Les armes sont très contrôlées. Elles ne circulent pas librement, normalement. Donc ce type d'incident peut arriver malgré tout, puisqu'en Australie, ils avaient également pris des mesures suite à un précédent événement tragique. Mais je voudrais adresser nos plus sincères condoléances au peuple australien. Et donc demain, les drapeaux de la Polynésie seront mis en berne. Et en septembre, vous aviez hissé le drapeau palestinien. Comme l'Australie, physiquement, on est loin de ces conflits, mais finalement, ça implique aussi avec des gestes symboliques. Les symboles, c'est important de montrer qu'on est contre toute forme de racisme, contre le terrorisme, bien entendu. Il faut affirmer ces valeurs. Le contexte international est particulièrement tendu. Donald Trump qui demande un droit de regard sur nos réseaux sociaux ou l'adresse de nos proches pour pouvoir transiter aux États-Unis. Comment vous réagissez ? Écoutez, nous sommes actuellement en contact avec les autorités de l'État, qui est responsable de tout ce qui est immigration et ces questions d'affaires étrangères, pour voir exactement de quoi il en ressort. Ça me paraît un peu surréaliste. Je ne sais même pas comment aujourd'hui on peut fournir les 6 mois d'historique de ces réseaux sociaux en pratique. Donc affaire à suivre. Merci beaucoup. Autre tragédie chez nous à la Presqu'île, près de 3 semaines après le glissement de terrain meurtrier. L'émotion est encore vive. Relogés en urgence, les riverains du quartier Tehonou attendent des réponses. Hier, ils ont même créé un collectif pour faire entendre leur voix. Parmi eux, Vairea Gir et son mari. Ils cherchent une nouvelle maison. Leur témoignage dans ce reportage de Mérini Gamblin et Jérôme Lee. Pas possible, hein ? Pas possible de continuer à vivre ici. Vairea et son mari louaient cette maison depuis 3 ans, à une centaine de mètres de l'éboulement. Ils auraient pu revenir, mais la montagne, désormais à nu, ravive des souvenirs trop douloureux. Petit à petit, ils débarrassent les derniers cartons. Je suis en train de quitter ici. Je ne peux plus revenir. Ça fait trop mal. Donc la petite, elle allait là, au bord de la route. L'enquête pour homicide involontaire est toujours en cours. Elle devra déterminer les causes de ce glissement de terrain qui a fait 8 morts, dont une fillette de 3 ans le 26 novembre dernier. Il y a eu des signalements de faits, personne n'a bougé. C'est surtout la colère. Et puis se dire que toi, tu es vivant. Tu es vivant.
n'as pas le droit de te plaindre. Mais partir dans des conditions aussi, c'est une tragédie. Moi, je veux comprendre. Vairea et son mari ont été relogés à la résidence OPH de la Dorsale. Mais c'est une solution provisoire. Ils cherchent désormais un lieu sûr où ils pourront s'installer avec leurs animaux. On cherche chez les particuliers. On a visité pas mal d'opportunités, mais c'est extrêmement cher. Hein. Les sinistrés du quartier Tehonu ont officialisé la création de leur collectif samedi et pu récupérer des denrées au passage. Ils doivent rencontrer les autorités mardi et espèrent obtenir des réponses. Moetei Broderson, une vingtaine de familles sont dans l'expectative. Mardi, donc, on l'a entendu, une rencontre est prévue avec le ministre et vice-présidente Minali Galnon-Taupua. Qu'allez-vous proposer à ces riverains ? Nous allons continuer de proposer ce que nous avons proposé depuis le premier jour, des solutions de relogement temporaire d'urgence. Donc ces fameux 23 logements qui ont été identifiés dans le lotissement OPH de la Dorsale. Certaines familles ont déjà intégré, dont celles que nous avons vues à l'écran. Ensuite, pour le long terme, la question va se poser différemment selon les conditions de revenus. Certaines de ces personnes correspondent au public qui est éligible pour le lotissement OPH. Ceux-là bénéficieront de ce logement sur le temps long. D'autres ne correspondent pas, donc ont des revenus trop importants pour pouvoir prétendre au logement OPH. Ceux-là devront se reloger dans le parc privé. En revanche, ils pourront rester dans ces logements temporaires le temps qu'ils fassent leur démarche. On l'a entendu, hein, c'est difficile de se loger, les loyers sont élevés. Le budget a été adopté cette semaine à l'Assemblée. Le prêt à taux zéro, l'aide au paiement du loyer viennent d'être lancés. Il y a aussi cette filiale de l'OPH, Arana, qui permet de financer des logements intermédiaires. Mais tout cela prend du temps. En attendant, c'est difficile pour les familles. Est-ce qu'en 2026, il y aura un coup de boost, si j'ose dire, en matière de logement ? En 2025, déjà, nous avions donné un coup de boost. Nous avons livré 600 pharés au péage. Nous avons construit des logements au péage. Il y a des résidences pour le revenu moyen qui ont été livrées. Ce mouvement va continuer, il va s'intensifier. Donc, Rome ne s'est pas construite en un jour. Malheureusement, nous avons trouvé une situation un peu sinistrée à notre arrivée et nous essayons de faire au mieux. Alors, les commentaires qui reviennent régulièrement sur le budget, c'est que finalement, vous augmentez la pression fiscale qui vient s'ajouter à l'inflation. L'opposition attend toujours de grands projets. Même dans vos rangs, Thémateï Le Gaïk trouve que le gouvernement manque d'audace. Est-ce qu'il y a une loi, une réforme qui vient contredire un peu tout ça ? Je pense que tout ce que nous avons commencé à faire depuis 2023 contredit tout ça. Citez-moi un gouvernement qui a rendu 9 milliards de taxes à l'économie polynésienne. Vous n'en trouverez pas un autre que ce gouvernement-ci. Le matelas de 50 milliards est souvent... c'est vraiment quelque chose qui revient chaque année, budget après budget. J'aimerais bien qu'à un moment donné, les médias fassent aussi leur travail. Vous en avez déjà parlé. Voilà, et arrête de parler de ce matelas hypothétique de 50 milliards qui n'existe pas. La Charité de la Vie, à présent, les actions de solidarité se multiplient à l'approche des fêtes. Ainsi, la paroisse Saint-Étienne de Punaouia organise depuis vendredi une collecte de denrées alimentaires. Les membres de l'association Heretini étaient installés devant tous les commerces de la commune. La distribution est prévue samedi prochain. L'an dernier, 417 familles avaient pu bénéficier d'un carton de denrées alimentaires. Moetei Broderson, vous venez de créer un fonds spécial dédié à la lutte contre la cherté de la vie et au développement de la concurrence. À l'Assemblée, vos opposants parlent d'affichage. Votre ministre de l'économie parle de transparence. Est-ce que ce fonds va vraiment aider les plus démunis, voire la classe moyenne ? Ce fonds, il a deux objets. Le premier, effectivement, c'est celui de la transparence. C'est que, en termes de lisibilité, vous savez, essayer de lire le budget pour le commun des mortels, c'est complexe. Donc, dans ce fonds, nous avons voulu regrouper toutes les actions qui concourent à la lutte contre la vie chère. Et nous avons les nouvelles mesures. Donc, venir me dire que c'est de l'affichage ou de la com que d'offrir la cantine gratuite pour toutes les écoles, tous les établissements du secondaire, excusez-moi, ça me ferait rire si c'était drôle. Venir me dire que le dispositif Tamameitei ne va pas venir aider... C'est une forme de ticket, ce sont des tickets restaurants C'est l'équivalent en Polynésie des tickets restaurants qui existent depuis l'après-guerre dans l'Hexagone, et c'est un dispositif qui en France a démontré son efficacité.
en matière d'aide contre la cherté de la vie. Donc c'est ce que nous allons mettre en œuvre. Alors ce fonds qui sera de 4 milliards de francs sera abondé par la TDL rénovée et les droits de douane. Mais il y a une conséquence, c'est la baisse du fonds intercommunal de péréquation. Les maires, notamment des communes les plus pauvres, ne comprennent pas ce qu'ils trouvent paradoxal. On aide d'un côté, on affaiblit de l'autre. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, on n'affaiblit pas ni d'un côté ni de l'autre, puisque l'augmentation des recettes fiscales fait qu'il y aura plus d'argent cette année versé au FIP que l'an dernier. Merci Moetei Brodersen. Je vous propose à présent de regarder un reportage sur ces compétitions très controversées qui attirent chaque dimanche de nombreux passionnés. Les combats de coqs, en droit français, ils sont en principe interdits, mais des exceptions existent en Polynésie, aux Antilles, en Guyane ou à La Réunion. Focus sur les férus de la discipline à Punaouia avec Chikta Teiva et Teiva Ribé. À 64 ans, Yves perpétue une tradition ancestrale. Initié par son père dès son jeune âge, il s'est passionné pour les coqs de combat. C'est à l'abri des regards indiscrets qu'il sélectionne et bichonne ses géniteurs pakistanais. Ça, je l'ai croisé pour obtenir un bon combattant, avec tout ce qu'il faut. C'est parce qu'ils sont robustes, ils sont coriaces et ils sont teigneux dans le combat. Obtenir un coq de combat est un art qui demande une connaissance et une patience infinie. Un champion, c'est le fruit d'une sélection génétique. Il faut prendre tout ce qui est bon du géniteur et tout ce qui est bon chez la poule. Et après, on fait un mélange. Et après, on voit quel est le défaut. Soit il est pas assez rapide, soit il ne pique pas, soit il n'a pas le cardio. L'endurance. J'ai toujours voulu qu'on m'entraîne, c'est quelqu'un et là j'ai de la chance. Tradition oblige, la Polynésie est l'un des seuls territoires français où les combats de coqs sont encore tolérés. Chaque dimanche, le galodrome de Punarou rassemble tous les coqleurs de Tahiti et des îles. Ici, toutes les générations se côtoient. Je suis dans les coqs depuis mes 5 ans et aujourd'hui j'ai 14 ans. Il représente quoi pour toi? Pour moi, c'est comme si c'était un fils. Et je l'aime comme un fils et tout ça. Je prends soin de mon coq. C'est toute une préparation. Il y a le poids, la nutrition, les vitamines. Mais ça fait plaisir d'accueillir tout ce monde-là qui sont passionnés de ce sport. Alors c'est un sport qui est un peu coûteux parce qu'il faut donner à manger et élever des poulets. C'est pas donné à tout le monde. Chaque écurie est venue pour gagner et c'est dans l'arène que tout se joue. Ici, un coq de Taha venu affronter un adversaire tahitien sous le regard de l'arbitre. Il y a le respect de chacun comme c'est marqué au tableau. Nous devons, nous faisons tous, nous sommes dans la même discipline. On doit se respecter dans tous les sports, que ce soit le sport, surtout le sport de combat. La saison des combats de coqs touche à sa fin. Dès le mois de janvier, les athlètes à deux pattes commencent à muer, une période où ils seront en repos jusqu'au mois de juin. C'est un grand moment qui s'annonce pour les Marquisiens. Demain, le 17e festival va débuter à Wahuka. On en parle dans notre rubrique Matava. Le Festival des Marquises célèbre les arts et la culture de la Terre des Hommes. C'est aussi une immense bouffée d'oxygène pour l'économie de l'archipel. L'île de Wahuka affiche complet et les retombées sont immédiates pour les commerçants. Mais pour absorber cet afflux soudain de visiteurs, il a fallu s'adapter et parfois tripler les cadences de travail. Ayata Tarahu, Dylan Fels et Lionel Teha-Amoana. Sur ce tarmac du bout du monde, c'est l'unique rotation quotidienne qui donne le pouls du festival. Mais ne vous y trompez pas, cet avion est plein à craquer. Chaque siège est une denrée rare. Pour espérer débarquer sur la Terre des Hommes en cette période de fête, l'improvisation est interdite. Il faut batailler pour obtenir sa place. Réserver 1 an à l'avance pour être sûr d'embarquer. C'était un événement que vous ne vouliez pas manquer. Ah oui, tout à fait. C'est la première fois que je viens et plusieurs fois j'ai loupé et cette fois-ci, c'est bon. Mon billet d'avion, je l'ai eu en février de cette année. Donc il faut s'y prendre en avance. Une fois les valises récupérées, direction l'hébergement. Et c'est là que la réalité insulaire rattrape les visiteurs. Le parc hôtelier n'est pas extensible et face à l'affluence record, trouver un lit relève parfois du parcours du combattant.
Ce couple de visiteurs a réservé son séjour il y a 2 ans. Très compliqué parce qu'il n'y a pas énormément de place sur l'île, c'est une petite île. C'est aussi ce qui fait son charme, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tourisme, c'est pas hyper développé. Ça a ce côté encore sauvage et c'est très agréable. Pour accueillir ce flux, il a fallu pousser les murs. Dans cette pension familiale ouverte en 2018, on a anticipé. Ce deck vient tout juste d'être agrandi pour pouvoir recevoir tout le monde au bar. Une mise à niveau nécessaire pour rentabiliser l'événement, car si l'établissement tourne habituellement à 40% en basse saison, le festival, lui, garantit un taux d'occupation de 100%. Nous, déjà, par exemple, on a investi dans l'agrandissement de notre bar, qui est tout neuf, justement, pour être capable, en fait, d'accueillir le monde que l'on attend au Festival des Marquises. Si se loger est un défi, nourrir ce monde est presque une opération commando. Dans ce magasin de Vaipa et la gérante a dû revoir toute sa logistique. Pas question de manquer de produits frais ou d'eau. Par rapport à nos stocks qu'on fait d'habitude, pour le Matava'a, on les a doublés, voire triplés. Par exemple, tout ce qui est viande, on les a doublés. Pas forcément des produits en particulier. Mais le baromètre le plus fiable de cette surchauffe économique se trouve ici, au milieu des sacs de farine. En temps normal, la boulangerie consomme 50 sacs sur une douzaine de jours. Pour ce festival, il en faut 180. La production quotidienne a explosé. De 600 baguettes, on est passé à près de 1400 pains par jour. Pour tenir la cadence, le fournil ne refroidit presque jamais. Je fais pratiquement le double de la quantité. Et aussi, pendant la période du festival, je fais le pain tous les jours. D'habitude, je fais 4 fois par jour. C'est carrément bien pour nous, côté économie. Vivement la fin ou pourvu que ça continue? Ça continue. Une île qui vit, qui consomme et qui travaille à un rythme effréné. Si le festival est une vitrine culturelle inestimable, il est aussi pour l'économie locale une bouffée d'oxygène sans pareil. Moetei Broderson, vous vous apprêtez à partir pour les Marquises demain. Alors, comme tous les maires, les Hakaiki ont beaucoup d'attentes. Dans le budget 2026, des travaux sont prévus dans le port de Nukuhiva. Comptez-vous faire d'autres annonces à Oahuka? Non, je ne suis pas le Père Noël et je ne vais pas, surtout pas en période électorale pour les communales, faire des annonces grandioses. C'est pas l'objet. Je vais là-bas pour d'abord apprécier la culture macrisienne au travers de ce Matava'a, découvrir l'île de Oahuka que je ne connais pas et surtout écouter la population. Vous êtes ministre du Tourisme, vous aviez annoncé en début de mandat orienter la défiscalisation vers des projets plus confidentiels dans les îles. Quel bilan faites-vous de ce choix pour le tourisme local? Est-ce que des projets touristiques ont vu le jour ou ont été facilités aux Marquises notamment? Alors, pas par rapport à la défiscalisation, mais par rapport à la modification que nous avons effectuée sur les aides directes aux pensions de famille. Nous avons vu une augmentation donc, des demandes, puisque nous avons rajouté 2 volets. En plus de bonifier ces aides, nous avons rajouté un volet qui est destiné à l'aménagement pour les personnes à mobilité réduite. Je pense que c'est un sujet qui est important pour l'inclusion, et également pour la transition énergétique de ces pensions de famille. Alors, concernant les communes, pour terminer, la loi organique est passée à l'Assemblée nationale pour rendre légales certaines compétences des maires. Vous préfériez une loi de pays. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je suis toujours dans ce schéma-là. D'abord, il va falloir que le Conseil constitutionnel se prononce, puisque sur une modification de loi organique, il est forcément saisi par le Premier ministre. Nous avons transmis ce jour donc, nos remarques au Conseil constitutionnel concernant cette loi organique. Nous verrons bien quelles seront les remarques qui seront in fine faites par ce Conseil. Vous avez été soutenu à Paris par certains députés. Bien sûr, et je les en remercie. Mais si vous voulez, moi, la chose simple que je dis, c'est d'abord ce qu'attendent les populations de ces communes, c'est quoi? C'est qu'avant de réclamer de nouvelles compétences, les maires exercent déjà les compétences qui leur sont dévolues. L'eau potable, la gestion des déchets, et on est très loin du compte aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand j'entends les maires dire « Ah, mais si on ne passe pas cette loi organique, on va tous aller en prison parce qu'on fait des choses qu'on n'est pas censé faire. » Eh bien, je voudrais quand même rappeler que tous les maires qui ont été condamnés depuis 2004 ne l'ont pas été pour l'exercice de ces compétences. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce soir et bon séjour à Oahuka.
L'art du Tifeifei valorisé dans une exposition unique à la galerie Au Chevalet de Patutoa. Une quarantaine d'artistes revisitent cet art traditionnel à leur manière. Tissus, peoré, peintures, différentes matières et techniques sont utilisées. Une exposition collective qui permet de proposer 87 tableaux aux visiteurs. Un rendez-vous annuel pour ces galeristes qui choisissent un thème différent à chaque édition, comme le précise Ranihei Prokop à Taïbaribé. Beaucoup ont voulu parler de la confection du Tifeifei, certains de comment il l'accompagne dans la vie, donc par rapport à la literie, aux cérémonies comme le mariage, et d'autres voulaient parler plus de la forme en elle-même, dans les motifs, à travers les motifs comme les plantes, les fruits, choses qu'on consomme beaucoup dans notre quotidien en tant que Polynésiens. Allez, on remonte le temps maintenant grâce à notre service des archives. Notre Fénois d'avant nous ramène en 1976 à Moorea lors d'une fête des écoles. Regardez. Les élèves des 7 écoles réunis à cette occasion n'ont pas ménagé leur peine au plus grand plaisir des invités, parmi lesquels je citerai Jacques Drolet, directeur de l'enseignement, Jacques Teiulua, conseiller de gouvernement, Franklin Roserson, conseiller territorial, et John Teariki, conseiller maire de Moorea. Après les discours d'accueil, le spectacle a commencé. Beaucoup de numéros fort différents. Le public a ainsi pu applaudir des Otea, des Aparima, le numéro de gymnastique mis au point par l'ensemble des instituteurs et en finale, un landi exécuté par l'ensemble des participants à la fête. Mais finalement, ce sont les plus petits qui ont obtenu le plus grand succès en dansant sur l'air de « J'aime les marins ». J'ajouterai enfin qu'après le spectacle, chacun s'est précipité vers les stands, la fête se terminant assez tard, mais toujours dans la meilleure ambiance. Et l'information principale de cette édition, c'est cette attaque terroriste et antisémite qui a fait 15 morts et 40 blessés sur une plage de Sydney en Australie. 2 hommes ont ouvert le feu sur la foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi. L'Australie, mais aussi la Nouvelle-Zélande, intensifient les patrouilles et la protection des sites sensibles. À Tahiti, les drapeaux du pays seront mis en berne demain. Sur notre site internet, vous pourrez lire un article sur le manque ponctuel d'effectifs à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. On y apprend que la tour de contrôle pourrait fermer entre 17h et 20h. Au programme de votre soirée sur la première, le film Zorro sera suivi du documentaire Franco, le dernier dictateur. On arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte en musique avec le concert solidaire pour les enfants du Fénois hier soir à la Maison de la Culture. Réo Papara et Bel Canto étaient à l'affiche. Belle soirée sur la première, à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.